Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le secteur de l'aide sociale à l'enfance est traversé par une crise profonde dont les premières victimes sont les enfants placés. Conclusion d'un rapport parlementaire publié en avril. Une affaire a marqué les esprits ces derniers mois, celle du procès de Châteauroux, des enfants placés illégalement dans l'Indre, la Haute-Vienne et la Creuse. Ils ont subi du travail forcé, des violences sexuelles ou encore de la soumission chimique. Comment expliquer un tel scandale? Quelles séquelles pour les victimes? Quels moyens ont aujourd'hui les départements pour faire face à des besoins grandissants? Les pouvoirs publics et la société sont-ils en capacité de prendre soin de ces enfants en souffrance? Aujourd'hui, nous tenterons de répondre à ces questions avec des reportages tournés dans différentes structures d'accueil, mais aussi avec des invités. Scandale des enfants placés, comment éviter les dérives? C'est le thème de cette émission spéciale. Avec moi sur ce plateau, j'accueille deux invités. Pour commencer, Gülsen Yildirim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de Haute-Vienne, en charge des questions de l'enfance. Claude Ardide, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, journaliste, auteur du livre La fabrique du malheur aux éditions de l'Observatoire, qui est consacré au scandale des enfants placés. Et nous accueillerons un peu plus tard deux autres invités, une psychologue ainsi qu'une responsable de structure d'accueil en Corrèze. Mais d'abord, un retour en images sur ce procès de Châteauroux qui s'est déroulé donc en octobre 2024. Quelques semaines plus tard, plusieurs condamnations ont été prononcées, donc suite au placement par l'ASE du Nord, l'ASE du Nord d'une soixantaine d'enfants dans un réseau de familles d'accueil sans agrément en Haute-Vienne, en Creuse et dans l'Indre. Regardez. Mathias, Maëva, Damien, Angelina et Karl arrivent ensemble, une anémone blanche à la main, comme un symbole d'abandon, celui de l'aide sociale à l'enfance du Nord. Face à eux, dans ce tribunal de Châteauroux, 19 prévenus sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, conditions d'hébergement insalubres, travail forcé sur mineurs, violence ou soumission chimique. C'est dur, hein. Je pense pour tout le monde. J'ai vu beaucoup de personnes pleurer, et même moi j'ai pleuré. Franchement, le mal-être est profond et bien présent, mais le soulagement que ça nous procure et à l'avenir, ce que ça va nous aider à nous reconstruire, c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire. Ça fait du bien, on a un poids qui s'enlève en parlant. Moi, personnellement, je pense que pour les autres, c'est comme si on faisait face à eux, même s'ils n'étaient pas en face de nous, mais on fait face à eux et ça fait vraiment du bien. C'est dur, mais ça fait du bien. Entre 2010 et 2017, le département du Nord, débordé, envoie une soixantaine d'enfants dans l'Indre, la Creuse et la Haute-Vienne, en toute illégalité, dans des familles d'accueil n'ayant jamais obtenu d'agrément officiel. Il y a eu plusieurs signalements à la hiérarchie de l'ASE du Nord, des signalements qui n'ont pas fait bouger les choses puisque d'autres enfants, des enfants ont continué à être placés chez ces familles d'accueil. À l'issue du procès, le tribunal a condamné 5 des prévenus à des peines de 10 mois à 6 ans de prison. Les familles d'accueil, elles, sont condamnées à des amendes de 3 000 € uniquement. Mais pour les parties civiles, il y a une grande absente, l'ASE du Nord. À partir du moment où l'ASE ne fait absolument rien pour arrêter ce réseau, ce trafic, alors que c'est à elle qu'on confie des enfants, c'est les parents de substitution, c'est eux qui représentent la nation dans l'éducation de ces enfants. Et aujourd'hui, on nous dit qu'elle est blanche. Non mais, le dossier, il parle de lui-même. Donc oui, aujourd'hui, le procureur de la République, le président du tribunal peuvent se saisir de faits. Début 2025, les avocats des victimes ont déposé une plainte contre le département du Nord afin d'établir les responsabilités. Rappelons que le montant des indemnités indûment versées durant 7 ans par l'ASE du Nord à ces familles d'accueil illégales s'élève à 630 000 €. Claude Ardide, vous êtes donc journaliste, vous avez suivi ce procès, ouais. C'est plusieurs chapitres de votre livre. Cette absence de l'ASE du Nord, c'était vraiment quelque chose d'incompréhensible pour les victimes. Alors, non seulement c'était incompréhensible, mais ça a provoqué pas simplement la colère des avocats qui représentaient les 7 enfants, que moi j'appelle la bande des 7, mais c'est très affectueux sous ma plume. Mais ça a provoqué l'étonnement, ça a provoqué la colère et ça a provoqué les larmes de ceux qui se considéraient victimes, c'est-à-dire les enfants. Et à plusieurs reprises, outre les paroles des avocats, vous aviez les enfants qui disaient « mais où sont les responsables de l'ASE ? Où sont les responsables du conseil départemental du Nord ?» Et cette petite musique, entre guillemets, a été reprise, mais systématiquement, et c'était d'ailleurs assez étonnant de la part de tous les journalistes, que ce soit de télé, de radio, de presse écrite, de magazines. Tout le monde, quand il y avait des suspensions d'audience, me disait « mais où est l'ASE ?» Ça, c'est la première des choses.
et où est le conseil départemental du Nord. La deuxième chose, et c'est là où ça a provoqué une colère dont on n'avait pas tous conscience, parce qu'en fait, on a découvert beaucoup de choses au cours de ce procès, mais d'ailleurs comme dans la plupart des procès qui sont importants. On a découvert qu'en fait, il aurait suffi que le conseil départemental du Nord, par la voix de son président, se porte partie civile et dise, en 2024, nous avons commis des erreurs, certes pas moi, parce que je n'étais pas président du conseil départemental, mais ceux qui m'ont précédé, nous avons commis des erreurs, nous avons raté des opportunités, nous ne nous sommes même pas excusés. Donc aujourd'hui, on se porte partie civile pour prendre les gamins, les accueillir, les loger, les nourrir pendant les 5 jours du procès. Et là, ils n'étaient même pas partie civile. Gülsen Yildirim, vous apprenez cette affaire dans la presse, puisque le conseil départemental de Vienne n'est pas informé que des familles, puisqu'elles n'ont pas d'agrément, accueillent des enfants. Quelle est votre première réaction? Et est-ce que vous avez eu vos homologues du Nord depuis? Alors, ça a été un peu la stupeur, parce que, comme vous le dites, on a appris cette affaire par l'intermédiaire de la presse, et puis on s'est bien sûr interrogé en disant, mais est-ce que ces personnes font partie de nos assistants familiaux? Est-ce que nos services ont eu des alertes ou d'autres informations? Et on a constaté qu'on n'avait eu aucune information sur la présence de ces enfants sur notre territoire. Et pour ce qui est du département du Nord, on n'a bien sûr eu aucun contact, parce qu'il arrive que les départements, n'ayant pas de place sur leur structure, demandent à leurs homologues s'ils ont des places pour accueillir des enfants qui sont sous la responsabilité, par exemple, du département de la Haute-Vienne. Ça vous est arrivé déjà? Mais ça nous arrive. Mais c'est un dialogue entre l'ASE de la Haute-Vienne et, par exemple, l'ASE de la Dordogne. Il y a vraiment un contact direct et on essaie d'être en appui entre départements. Mais pour ce qui est du département du Nord, pendant toutes ces années, nous n'avons eu aucune information, aucun contact sur la présence de ces enfants sur notre territoire. Et depuis le procès, vous avez eu envie de leur dire, vous avez des comptes à nous rendre quelque part? Vous les avez eus, vous, vos homologues? Alors, ce qui est important, et il faut le rappeler, c'est que le président du conseil départemental est responsable, même pénalement, des dysfonctionnements qui peuvent éventuellement exister au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ce qui fait que c'est en ce sens que c'est une vraie responsabilité d'avoir ces enfants au titre de l'ASE. Et c'est vrai qu'on peut s'interpeller par rapport à l'absence du département du Nord. Alors, juridiquement, ça se comprend, puisque le département ne s'est pas porté civil et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le choix aurait pu être fait éventuellement de s'associer. Mais d'une autre manière, c'était politiquement extrêmement difficile, parce que c'était aussi une façon de pointer du doigt sur les dysfonctionnements au sein de l'aide sociale à l'enfance de ce département, parce que sur toute cette période, on voit bien qu'il y a eu des dysfonctionnements. Il y a eu visiblement de nombreuses alertes qui sont remontées sur ces difficultés et qu'il n'y a pas eu de réaction. Parce que on n'est pas à l'abri, en tant que service ASE, d'une difficulté, de dysfonctionnement. Ça, je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Mais quand il y a une alerte, moi je le vois par rapport à nos services, mais on réagit tout de suite. On fait en sorte, par exemple, de suspendre l'agrément de l'assistant familial, voire le retrait. On place l'enfant ailleurs pour éviter, bien sûr, que ces violences se prolongent. Et là, moi, je ne comprends pas pourquoi, pendant toutes ces années, les services de l'ASE du département du Nord n'ont pas réagi. Alors, celui par qui cette affaire a commencé, il s'appelle Mathias, on l'a vu dans le résumé du procès. Il a été blessé et hospitalisé au CHU de Limoges, et c'est là qu'il a appelé à l'aide, en quelque sorte. Il était alors placé dans une famille de la Creuse en 2016 et 2017. Pendant quelques mois, il est aujourd'hui âgé de 22 ans. Il a raconté ce qui s'est passé à l'époque à notre consoeur de France 3 Lille, Lila Afaf, sur ses conditions de vie. C'est difficile à entendre, mais on va l'écouter. Le premier jour où je suis arrivé, dans la soirée même, en fait, ils ont ouvert une bouteille d'alcool pour fêter X années d'amitié, apparemment. Et après, je sais pas, pendant la soirée, je me suis retrouvé dans un coin, en fait, avec eux deux en face de moi. Et après, le patron a mis ses doigts sous ma gorge. Et mes talons étaient surélevés, en fait, du sol. Et j'avais vraiment des difficultés à respirer, vraiment. C'était très, 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 très compliqué. Après, il a baissé mon pantalon. Je l'ai remonté. On ne voyait pas mes parties génitales, heureusement. Après, c'est lui qui a baissé son pantalon et qui m'a uriné dessus. À quoi il ressemblait le quotidien dans ces familles-là ? Le matin, on devait travailler.
jusqu'au midi, et pareil pour l'après-midi. On allait les aider dans la moisson, la récolte du maïs. Et après, c'est après que j'ai appris que les travaux forcés, etc., c'était un crime, parce que j'étais trop jeune. J'avais en dessous de 15 ans. Donc, il s'est découlé plein de choses. Ouais. Ça veut dire que dans tout ça, il n'y avait pas de place pour aller à l'école? Non. Ni de place pour le suivi psychologique, au final. Et ce qui m'aurait bien aidé, je pense. Et aussi l'école, ça m'aurait permis de ne pas avoir ce décrochage scolaire juste après le brevet. Parce que ça m'aurait bien aidé et pas tomber dans la drogue, etc. etc. On entend que les faits sont graves, sont douloureux. Pourquoi parler aujourd'hui? Déjà pour moi, pour me sentir reconnu, en fait, face à cette dignité qu'on nous a volée, je dis on parce qu'on est plusieurs, hein, évidemment. Je pense que ma plus grosse colère, c'est vis-à-vis de l'ASE. Et je ne le savais pas au départ, mais c'est véridique, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est inconcevable. Et j'attends aussi que ça change pour les jeunes à l'avenir, pour l'ASE surtout, qui ne refont pas les mêmes erreurs. On apprend de ses erreurs et je suis bien placé pour le savoir. Claude Hardy, dont on vient de l'entendre, c'est une affaire qui est effroyable, qui a beaucoup ému ceux qui l'ont suivi. C'était votre cas. Vous dites que c'est un procès emblématique et qui doit marquer un tournant. Pourquoi ? Je pense que le procès de Châteauroux, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'émeut, parce qu'en fait, j'ai gardé des relations avec Mathias, avec Maëva, Angelina, Karl et Damien. On s'écrit quasiment tous les jours, parce que ces gamins-là, je ne veux pas les lâcher, parce qu'il faut le dire, ils ne vont pas bien. Là, aujourd'hui, on est 6 mois après le procès de Châteauroux, et je les ai vus à Paris lors de la sortie du rapport parlementaire. On a fait une émission pour une autre chaîne, on a mangé ensemble, tout le monde a rigolé, je leur ai offert mon bouquin, ils allaient bien. Quelques semaines après, j'ai appris que notamment Maëva, qu'Angelina, que Mathias n'allaient pas bien du tout. Le seul qui s'en sort à peu près, c'est Damien, parce qu'il est parti dans le sud-ouest, il retape une maison, il avait un bébé, etc. Vous voulez dire que le procès, ça les a aidés, mais voilà, peut-être à court terme. Le fait qu'on les ait reconnus comme victimes, ça les a fortifiés. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Tous les soirs, on était ensemble dans la maison des avocats qu'ils avaient louée à Châteauroux. Et ils préparaient les auditions. C'était joyeux, c'était festif. Et le simple fait qu'on les écoute, déjà, pour eux, c'était une victoire. Et puis surtout, ils se sont retrouvés. Il ne faut pas oublier que Mathias, c'était le premier à intervenir. En janvier 2024, au moment où devait avoir lieu le procès, les 6 autres, on ne les avait pas encore retrouvés. Parce qu'il y en a 50 ou 60 qui sont encore dans la nature. Ça, c'est la première chose. Donc, ils étaient contents qu'on les reconnaisse comme victimes. Et puis, à la limite, presque, ils se moquaient de savoir quelle peine allaient avoir les familles d'accueil, même si on avait 2 ou 3 qui les avaient notamment agressés, et puis les filles qui avaient été agressées sexuellement. Bon, ça, c'est une chose. Là, ils ne vont pas très bien en ce moment. Je le sais parce que j'ai parlé avec eux hier en préparation de cette émission. Mais au moment où moi, je suis à Châteauroux, bon, tout le monde craque. La présidente du tribunal, des sanglots dans la voile, la procureure de la République, elle est debout au moment où Maëva, Angelina témoignent. On voit des larmes qui coulent. Tous les gens explosent. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, j'en ai vu des assises, des correctionnels, comparution immédiate. Et j'avais été interrogé, je crois, par France 3, et j'avais dit, c'est impossible. Il y aura avant et après Châteauroux. Parce que si les conseils départementaux et si les aides sociales à l'enfance, quelles qu'elles soient, dans tous les départements, ne prennent pas conscience que ce qu'on a vécu là, c'est l'abomination, c'est-à-dire c'est des agressions sexuelles, c'est des travaux forcés, c'est de la soumission chimique. Ces gamins, on les forçait à prendre des médicaments sans aucun contrôle. Ils étaient abrutis, et même abrutis sous le soleil, on leur faisait creuser des tranchées, on leur faisait bâtir des murs. Et il y a même des gamins qui disent à un moment donné, et c'est terrible, je l'ai entendu, c'est eux qui le disaient, certaines familles d'accueil les mettaient dans les porcheries pour abattre des cochons, en leur disant tu vas ramasser le cochon pour faire du boudin. Enfin, ils avaient 12 ans, 13 ans. Si je vous entends bien, il faut voir ça comme un avertissement aussi. C'est possible dans tous les départements, ça peut arriver n'importe où, ce type d'affaires. C'est ça que vous dites ? Mais non seulement, parce que je vous dirai quelque chose après qui est fondamental pour moi, parce que moi, je ne suis pas langue de bois. Non seulement ce qui est arrivé dans ces 3 départements, c'est abominable. Bon, moi, j'ai dit dans mon livre, c'est pire que Les Misérables, Victor Hugo, parce que Victor Hugo n'aurait pas écrit ça. Là, aujourd'hui, c'est la puissance. Oui, là, il y a une forme de perversion, vraiment. Une forme de perversion, de violence, d'agression sexuelle, de viol. Bon, ça, c'est sûr.
Ce qui est assez curieux, si vous voulez, c'est que moi j'ai le sentiment que, compte tenu des messages que je reçois après la publication du livre, là j'étais au Festival du Livre de Nice, il y a des éducateurs qui sont venus me voir, que je ne connaissais pas, qui m'avaient écrit sur les réseaux sociaux et qui m'ont raconté des choses mais absolument épouvantables sur des viols qui étaient en train de se dérouler dans chez certaines assistantes familiales ou chez des familles d'accueil ou dans des foyers, et que la prostitution des mineurs de moins de 15 ans était en train de baisser de façon considérable et qu'on avait dans la quasi-totalité des foyers de l'aide sociale à l'enfance, y compris en milieu rural, des gamines de 12, 13 ans, 14 ans qui, par le biais des réseaux sociaux et des proxénètes, se prostituaient. Donc là, on a atteint le summum de l'horreur et, moi je vous le dis très sincèrement, après Châteauroux, j'étais un peu optimiste. Là, je ne suis pas du tout. Parce que s'il y a des réactions de tous les travailleurs sociaux qui m'écrivent et qui disent on n'en peut plus, les puéricultrices, les assistantes sociales, les éducateurs, les éducatrices, et même les cadres de l'ASE m'écrivent en disant faites en sorte d'être notre porte-parole. Nous, on ne peut pas parler parce qu'on a un devoir de réserve. J'ai le sentiment, pardonnez-moi madame, parce que je sais que ce n'est pas votre cas, j'ai le sentiment que les politiques sont complètement à côté de la plaque et qui n'ont pas pris la mesure, même après Châteauroux, de la gravité des faits. Gülsenit Dirim, vous entendez ce discours-là? Bien sûr, ce n'est pas dirigé uniquement contre un département ou une personne, mais il faut l'entendre et c'est difficile. Ah, bien sûr, le témoignage de ce jeune est vraiment touchant. Et puis, vous avez utilisé le mot abominable, je partage bien sûr. Et moi, je le souhaite aussi que cette affaire soit vraiment une alerte et une prise de conscience. La difficulté, c'est que, déjà, dans tous les départements, on n'est pas tous confrontés aux mêmes difficultés et que ces dysfonctionnements ne se retrouvent pas partout. Il y a des départements, et c'est peut-être aussi le problème de cette politique publique de l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'elle est très disparate d'un département à l'autre. Vous avez des départements qui font beaucoup, d'autres qui font peu, ou comme celui, par exemple, du Nord, sa seule préoccupation, c'était de placer l'enfant, et puis ce qu'il devient, c'était plus sans problème. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une question d'harmonisation des politiques à l'échelle nationale. On va en parler, évidemment. Et puis, il faut se dire que, moi je le vois en tant qu'élu, l'aide sociale à l'enfance est une politique qui est en crise. Vous avez aussi une réalité qui est l'augmentation exponentielle du nombre d'enfants qui sont confiés au quotidien. Je vais vous arrêter puisqu'on va en parler avec un reportage qu'on a tourné il y a quelques jours, puisqu'après cette première partie consacrée à l'affaire de Châteauroux, on va s'intéresser au fonctionnement général de l'aide sociale à l'enfance et à toutes ces structures, notamment la pouponnière, la seule pouponnière du Limousin qui se trouve à Isles, près de Limoges, en Haute-Vienne. Emmanuel Brault et Carole Maillard nous y emmènent. Regardez. C'est les enfants considérés en danger ou en risque de l'être et qu'on doit protéger de façon immédiate et de façon inconditionnelle. Ils n'ont parfois que quelques jours à peine sortis du ventre de leur maman et se retrouvent ici en sécurité. 18 enfants de 0 à 3 ans sont placés à la pouponnière de la Haute-Vienne suite à une décision judiciaire. Il y a beaucoup de signalements qui viennent de l'école, par exemple. On a des signalements qui peuvent venir aussi de l'hôpital. C'est des enfants qui arrivent dans le cadre d'une urgence, par exemple, et puis pour lesquels on va repérer des lésions suspectes ou des négligences importantes, et il va y avoir un signalement. Et l'enquête sociale va dire oui, non, il y a besoin de protéger cet enfant. Et on a aussi des signalements anonymes. Il peut y avoir des signalements anonymes de l'environnement de la famille. La pouponnière est donc le premier rempart pour ces enfants qui manquent de tout et souvent d'amour. Notre premier rôle, c'est de les accueillir. C'est de les accueillir, de les sécuriser, de les apaiser dans ce contexte traumatique qu'est le placement souvent immédiat, rapide, et non préparé. Donc nous, on est des spécialistes de l'accueil en urgence. Et ensuite, on va prendre un temps, donc quelques mois, d'évaluation. On va évaluer la situation de l'enfant, son état de santé, son état de développement psychomoteur, psychoaffectif. Et on va également réfléchir au projet pour cet enfant. Et le projet, c'est essentiellement de leur trouver une famille d'accueil dans laquelle ils resteront en général quelques années sans forcément couper les ponts avec les parents biologiques. Mais pendant 8 à 9 mois, c'est donc ici qu'ils vont apprendre à s'épanouir, à se construire sous le regard aimant et bienveillant des auxiliaires de puériculture et des éducateurs.
C'est très riche parce qu'il y a des missions très diversifiées et tout tourne autour de l'enfant, mais il y a tellement de choses à faire. Et le fait de les voir évoluer, de leur arrivée jusqu'à leur départ, c'est aussi tout l'intérêt de l'accompagnement de ces enfants-là. Qu'est-ce que tu as vu? Oui, mes yeux. Toute la complexité aussi, c'est de trouver la bonne distance, on va dire, dans l'attachement avec l'enfant. Bien sûr, il y a un lien qui se crée. Il faut savoir quand même rester à distance, mais on est aussi là pour leur apporter de l'amour dont ils ont besoin pour grandir. La structure, elle aussi, a besoin de grandir et de s'agrandir car depuis 1 an et demi, toutes les places disponibles sont occupées et la pouponnière a de plus en plus de mal à remplir son rôle primordial de structure d'accueil d'urgence. Un agrandissement est prévu d'ici quelques mois avec la création de 2 places supplémentaires. Et à noter qu'une petite partie des enfants qui sont dans cette pouponnière sont nés sous X, on dit nés sous le secret maintenant, et seront adoptés après 3 mois passés dans la structure. J'accueille sur ce plateau 2 nouvelles invitées qui nous ont rejoint. Alexandra Durand, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue et directrice de l'APPEL, l'association de prévention du psychotrauma chez l'enfant en Limousin. Et Florence Saint-Marcoux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous travaillez depuis 30 ans dans le secteur de la protection de l'enfance et vous avez donc créé un lieu intergénérationnel il y a 7 ans qui accueille des enfants placés en Corrèze, qui s'appelle Live. On vient de le voir dans ce reportage de Gülsani Dirim. Vous l'évoquiez, les besoins sont en hausse, le nombre de bébés placés est en hausse. Comment on explique ce phénomène et comment on y fait face surtout ? Alors moi, depuis plusieurs années, je m'interroge sur vraiment le pourquoi de l'augmentation du nombre d'enfants placés. Je vais vous donner un seul chiffre. En 10 ans, 49% d'augmentation, et ne serait-ce qu'en 2024, on a eu 113 enfants qui ont bénéficié de mesures judiciaires de placement. Donc ça doit quand même nous interpeller. Alors les causes sont multiples, il n'y a pas une seule cause, mais il me semble que c'est déjà à l'image de notre société, une société qui va mal, où la violence prend de plus en plus d'importance. On est peut-être à un moment où on repère mieux ces violences, et je pense que la Covid a eu aussi un impact, puisque c'est un sujet sur lequel on s'est aussi focalisé, comment on protège les enfants dans un confinement. Et puis, je pense aussi qu'à force de sabrer les politiques de prévention, à force de mettre en difficulté des structures d'éducation populaire et tout le reste, qui étaient là pour accompagner les familles, qui étaient là pour faire de la prévention, eh bien en fait, on se retrouve avec des situations familiales qui sont extrêmement dégradées et qui nécessitent un placement. Parce qu'une mesure de placement, juridiquement, n'est qu'une mesure subsidiaire. C'est-à-dire que la justice doit d'abord éventuellement prononcer, sauf dans les hypothèses bien sûr de violence, doit d'abord se prononcer sur des mesures d'accompagnement des parents, et puis in fine, si vraiment l'intérêt de l'enfant le justifie, opter pour une mesure de placement. Or, aujourd'hui, comme les situations familiales sont extrêmement dégradées, les juges placent automatiquement, et cette période d'observation, d'accompagnement, en fait, n'est plus la règle aujourd'hui. Il y a trop de placements, c'est ça que vous dites ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a trop de placements, puisque ce sont des décisions, ce sont des décisions judiciaires pour la plupart qui prononcent ces mesures, mais tout simplement parce que dans la mesure où on n'a plus ce processus de prévention, cet accompagnement donc en amont, en fait, les situations auxquelles les juges sont confrontés sont tellement graves, importantes, qu'ils prononcent obligatoirement une mesure de placement. Donc c'est pour ça que c'est l'ensemble de ces causes qui justifient aujourd'hui. Et on constate aussi un autre élément, et peut-être qu'on y reviendra, c'est que déjà les enfants placés sont de plus en plus jeunes. On a l'exemple de la pouponnière. Il y a encore quelques années, vous voyez, il y avait une dizaine de tout petits à la pouponnière. Aujourd'hui, on a multiplié par 2 le nombre de bébés qui sont dans cette structure, à tel point qu'on est obligé de reconstruire une autre structure. Ça doit quand même nous interpeller aussi. Et puis, l'autre élément qui fait que ce sujet est extrêmement complexe, c'est que les enfants qu'on accueille souffrent de ce qu'on appelle de vulnérabilité multiple, c'est-à-dire c'est non seulement des problèmes éducatifs, et nous, notre mission en tant que département, c'est bien sûr l'éducatif, mais aussi sur le plan sanitaire, sur d'autres sujets, ils sont en grande souffrance. Alexandra Durand, vous avez donc créé, vous, en 2021, cette association d'aide aux enfants qui souffrent de psychotrauma. En partant de quel constat, finalement, vous avez créé cette structure ? C'est qu'il faut agir en amont du placement éventuel, c'est ça ? Et oui, alors vraiment dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 3 cofondatrices à avoir créé cette association suite à nos expériences en protection de l'enfance,
où dans nos constats, on s'apercevait qu'on repérait ces enfants quand justement ils allaient déjà souvent très mal et qui présentaient plusieurs troubles, mais en fait en lien avec tout ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils vivaient dans leur famille. Et donc là, l'idée, c'était justement de se servir, de changer nos lunettes. Clairement, c'est ça qu'on dit comme expression. Et de mettre nos lunettes du trauma complexe, c'est-à-dire de se dire, OK, maintenant, tout l'apport des neurosciences et cette notion de trauma complexe nous explique comment va grandir un enfant quand il n'a pas autour de lui un adulte qui est en capacité de répondre à ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à un environnement dysfonctionnel, en fait ? C'est ça. Et il va essayer il va mettre en place des mécanismes pour survivre à cet environnement qui sont utiles là où il vit, mais qui du coup, quand il se retrouve, et c'est ce qui explique aussi qu'une fois placé, ça continue à être compliqué parce qu'ils ne savent pas faire autrement, c'est leur façon de fonctionner. Et du coup, plus ils restent longtemps dans ces familles, plus l'habitude qu'on a de dire, c'est qu'ils se sont montés à l'envers, mais c'était adapté à ce qu'ils ont vécu, mais inadapté pour se sentir en sécurité dans la société, dans une salle de classe, etc. Donc, nous, au niveau de l'association, le constat, c'est qu'on sait que grandir ou vivre dans un contexte de violence ou subir dans un contexte de violence, on va avoir des impacts sur le développement. Ce n'est pas d'attendre qu'on le voit, cet impact, mais d'intervenir dès qu'on le sait, parce qu'en fait, quand on refait le parcours de ces enfants, très tôt, on s'aperçoit qu'ils ont été confrontés à des choses. Et donc, nous, on travaille d'abord avec le ou les parents protecteurs, puisque... on pourra peut-être... On reviendra sur les méthodes effectivement que vous employez. Cette saturation, elle a des conséquences très concrètes, puisque le 10 mai dernier, une adolescente de 16 ans a mis le feu volontairement à sa chambre, donc au Centre départemental de l'enfance et de la famille. À Limoges, c'est une structure donc, qui dépend du département. Un signalement avait pourtant été fait pour prévenir d'un possible danger. On va écouter le témoignage de Corinne Labrousse, qui est éducatrice et déléguée FSU. C'est un incident après d'autres incidents. Et celui-là nous a mis en colère parce que c'est une situation pour laquelle on avait inscrit une alerte dans le registre dédié à cet effet et qui n'a pas été pris en compte. On a eu 0 réponse, même pas de fin de non-recevoir. On ne savait rien et si on l'avait déclaré en alerte de danger, c'est parce que nous, on avait bien senti qu'il y avait un danger potentiel et il se trouve que malheureusement, on avait raison. J'ai envie de dire qu'on ne s'adresse pas très souvent à nous, qu'on n'a pas le sentiment d'être très considéré dans ce que nous, on peut vivre au quotidien. Il y a des remerciements sporadiquement, mais j'ai l'impression que c'est plus une posture. Les éducateurs ici, ils n'ont pas le sentiment que leur capacité d'expertise, quand ils font des propositions d'orientation parce qu'ils ont évalué les situations, c'est souvent pas suivi. Je crois que tout le monde est un peu en souffrance, les familles d'accueil notamment, qui sont elles aussi souvent en suractivité. Il n'y a pas de place, il y a trop de placements. Les causes ne sont pas analysées de pourquoi il y a autant de placements. Il y a une situation sociale qui n'est pas brillante en France. Et puis moi, j'ai le sentiment que c'est les femmes et les enfants après, au lieu de les femmes et les enfants d'abord. Gülsen Yildirim, Corinne Labrousse parlait d'une alerte qui n'a pas été entendue. Est-ce que c'est une réalité aussi, le fait de manquer peut-être de personnel et de ne pas pouvoir répondre à toutes ces alertes ? Je préside le conseil de surveillance du Centre départemental de l'enfance et de la famille et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Madame Labrousse. L'alerte, elle a été prise en compte. Simplement, je ne veux pas donner de nom, mais par exemple, cette jeune qui était sous notre responsabilité, elle ne relevait pas du Centre départemental de l'enfance et de la famille. Elle aurait dû être prise en charge par une structure sanitaire plus adaptée. Nous, on a alerté les structures sanitaires adaptées en disant, voilà, on a une jeune en grande souffrance qu'il faudrait éventuellement prendre en charge. Mais la difficulté aujourd'hui, et c'est ça la complexité, c'est que nous sommes en tension, mais les autres acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent sur le terrain de la protection de l'enfance, on parlera certainement de la pédopsychiatrie, de la protection judiciaire de la jeunesse, du sanitaire, ou de la justice même, ils sont tous en tension aussi, ces acteurs. Donc ce qui fait que quand nous, on a sous notre responsabilité une jeune qui devrait être prise en charge par une autre structure et qu'on n'a pas de réponse, ou on nous dit on n'a pas de place, cette jeune... C'est un système qui craque, quoi. Voilà, on ne va pas la mettre dehors, elle reste dans notre structure. Mais on sait très bien que le CDEF n'était pas adapté pour elle. Claude Ardine ?
Pardonnez-moi, mais je vais mettre le pied dans le plat. Hein. Je suis journaliste, tout ce que vous faites est formidable. Mais quand vous lisez le rapport parlementaire, ce n'est pas un journaliste qui l'écrit. Oui, ce sont des travaux qui ont été effectués par des parlementaires du Sénat. 1 an et demi d'audition. Bon, voilà. Et que vous lisez le rapport notamment sur les pouponnières. Là, les pouponnières en France, c'est une bombe à retardement qui va nous péter à la gueule. Parce que quand on dit qu'il manque 30 000 travailleurs sociaux, ce n'est pas 30 000 travailleurs sociaux qui manquent, c'est 70 000 travailleurs sociaux. Il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus d'éducatrices, il y a de moins en moins d'assistantes sociales. On est obligé, moi j'ai fait des interviews, je suis allé voir les pouponnières, je suis allé la nuit, parfois en loose day, alors que j'aurais pas dû, pour aller voir dans quelles conditions travaillaient les puéricultrices, qui normalement doivent avoir jusqu'à 22 heures 6 enfants, qui en avaient 8, 9, parce qu'on leur ramenait des bébés qui avaient été abandonnés dans la nuit, etc. Alors ça n'arrive pas tout le temps, c'est une bombe à retardement. Et là, vous avez raison, et c'est là où c'est dramatique, c'est que moi j'ai assisté à des audiences de juges qui prononcent des mesures éducatives, et ils disent à des enfants, toi tu prends des coups de la part de tes parents, je vais te placer dans un foyer d'accueil, mais le foyer d'accueil en question, la famille ne pourra pas t'accueillir avant 10 ou 12 mois parce que je n'ai personne pour pouvoir t'accueillir. Ça, je l'ai entendu 10 fois au tribunal judiciaire de Marseille avec l'accord des juges pour enfants et l'accord du chef du parquet minier. C'est une violence institutionnalisée, en fait, c'est ça que vous dites. Mais il y a tout qui craque, il y a tout qui s'effondre. Les juges n'ont plus de moyens, les brigades de démineurs n'ont plus de moyens, les éducatrices... Moi, j'ai vu des éducateurs, je vous jure, mais là, maintenant, ils m'ont écrit ce matin en me disant des choses qui vous foutent les larmes à l'œil, en me disant on ne s'en sort pas. Et donc, si vous voulez, tout le système, c'est pas que le cas de cette gamine-là. Le cas de cette gamine est très révélateur, mais des gamines comme ça, là, il y en a des centaines, il y en a des milliers tout le temps. Et on ne peut pas les sauver parce qu'il n'y a plus la réponse. Parce que si... Regardez ce que dit Isabelle Santiago quand elle a un pouponnière de 2 secondes. Oui. Et qu'elle raconte qu'à un moment donné, comme il n'y a pas d'éducatrice, de puéricultrice la nuit, on est obligé de prendre un enfant malade, d'appeler un taxi-ambulance, de prendre le bébé, de le mettre sur un siège pour enfants, qui part avec un chauffeur de taxi tout seul pour l'amener aux urgences. Un bébé seul, qui n'a pas sa mère, qui n'a pas son lieu de vie, qui se retrouve avec un chauffeur de taxi amené tout seul au service des urgences. Et qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle Santiago ? C'est pas moi qu'elle dit. Elle parle d'actes de barbarie. Florence Saint-Marcoux, vous avez 30 ans d'expérience dans la protection de l'enfance. Vous avez ressenti ce sentiment d'inefficacité, d'échec même peut-être au cours de cette carrière ? Effectivement, moi j'ai eu la chance d'exercer dans tous les métiers, dans tous les champs de compétences en protection de l'enfance, en prévention, en milieu ouvert, en placement, en zone rurale, en zone urbaine. Donc j'ai une connaissance assez fine de la protection de l'enfance. Et à un moment donné, avec mon mari, s'est posé la question pour nous de créer quelque chose qui correspondait le plus à ces enfants pour les aider au maximum dans leur développement. Donc on s'est penché sur les lieux de vie. On est parti dans le Maine-et-Loire pour une association pour voir comment ça fonctionnait au niveau des lieux de vie. Et à l'époque, on avait en charge des enfants qu'on disait incasables. Heureusement, aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme absolument affreux. Nous avions donc 7 jeunes avec nous. Et en parallèle, on était aidant familial de ma grand-mère qui avait 94 ans. Et là, on s'est rendu compte que ces enfants, très en difficulté, sur le plan du vocabulaire, sur le plan du comportement, eh bien, au contact d'une personne âgée, faisaient attention, prenaient soin d'elle, faisaient attention à leur discours. Et de l'autre côté de la médaille, ma grand-mère, qui, elle, perdait en compétences, eh bien, avec des jeunes, racontait ses histoires, essayait de se mettre en cuisine, allait marcher. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à jouer au niveau de l'intergénérationnel. Alors, on a mis 10 ans à passer de cette idée première à la réalisation du projet aujourd'hui de Live, parce que l'intergénérationnel, c'est pas une cocotte minute. On met pas tout le monde au même endroit et ça fonctionne. Ça, c'est pas vrai. Donc, moi, j'ai passé des diplômes pour être chef de service et puis pour être directrice d'établissement, parce qu'il y a ça aussi sur les lieux de vie. Il faut de la formation idoine pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Il n'y a pas que la volonté de bien faire, il faut aussi les compétences derrière. Et puis après, la zone rurale s'est imposée à nous, parce que c'est vrai qu'en zone rurale, on est plus loin des tentations, on est au plus près de la vie de village, donc on permet aussi de redynamiser la vie de village. Et aujourd'hui, sur Bonnefond, on a 3 maisons. On a une maison pour adolescents, on a commencé par les ados, les 14-18, et puis on s'est rendu compte que certains enfants avaient besoin de placements très longs. Donc on a monté une 2e maison pour les 6-13, pour permettre une continuité de parcours pour ces enfants qui malheureusement ne pourront pas rentrer chez eux. Et puis on a un lieu de vie pour seniors et on a des actions intergénérationnelles ouvertes sur le territoire. Alors on va revenir effectivement sur votre lieu de vie, mais on va continuer à découvrir cette fois-ci les maisons d'enfants à caractère sociaux. Celle-ci est située à Saint-Junien, près de Limoges. Le département en a confié la gestion à l'Institut Don Bosco. À terme, 6 pavillons vont accueillir une trentaine d'enfants placés, donc de 6 à 20 ans. Laurence Ragon et Lisa Massinaras sont allés découvrir les jeunes résidents de l'une de ces maisons où ils retrouvent un certain équilibre. Regardez.
C'est une fin de matinée ordinaire. À la maison d'enfants de Saint-Junien, les élèves rentrent de l'école et à l'intérieur, la maîtresse de maison s'active en cuisine. On va le mettre au four. Laetitia Beausoleil s'occupe de la logistique, les repas, les courses, le budget. La maison offre un cadre familial. On est là pour les lever, pour le petit déjeuner, les préparer à l'école, les emmener sur leur école, ou alors le soir pour les coucher, les douches du soir et les histoires, voilà. Et les petits câlins au moment du coucher. C'est notre rôle aussi, qu'ils se sentent en sécurité, mais ils s'adaptent quand même très très vite. Cette maison d'enfants à caractère social a ouvert ses portes il y a quelques mois. Et Malia fait partie des toutes premières arrivées. Au mois de février, j'étais la première avec mon frère. Qu'est-ce que tu en penses quand tu es arrivée? Comment tu as trouvé la maison? Bien et belle. Ouais. Très très belle. Des fois, je vais dehors. Tu fais quoi dehors? Dehors, je fais la cabane. Je joue au sauteur. Je fais du foot. 6 enfants âgés de 6 à 10 ans sont accueillis ici. Un éducateur ou une éducatrice assure une transition en douceur entre leur vie de famille et l'hébergement. Les besoins les plus spécifiques, ça va être travailler la séparation avec les familles et également les accompagner à gérer leurs émotions. On parle avec eux, on met des mots sur leurs émotions pour qu'ils les comprennent aussi. Ça, c'est tous mes amis, donc j'en ai beaucoup. Tous ces enfants ont été placés par l'aide sociale. Dans cette maison, ils trouvent un équilibre malgré la séparation. Maintenant, j'habite ici, quoi. Et comment tu te sens ici? Bien. C'est juste que je veux revoir ma tête ici, ma soeur. Mais déjà, j'ai de la chance, j'ai des visites. Il faut juste que les parents, et les tata et les mamies, etc., attendre un peu, qu'ils respirent, voilà, qu'ils se calment. Et voilà, pour qu'on revienne peut-être chez eux. On peut parler de maltraitance, on peut parler de relâchement de parents ou des parents qui sont plus en capacité en fait, de répondre aux besoins de leurs enfants et du coup on leur vient en aide. Pour cette éducatrice, les moyens dédiés à la protection de l'enfance permettent à peine de répondre aux demandes de placement. Des moyens on en a, ça reste quand même difficile. On sait bien que le milieu social reste un milieu quand même délicat. Mais pour l'instant, on arrive encore à pallier aux besoins des enfants, pas tous malheureusement. Parfois à la maison, le ton monte. Je pense que tu peux lui dire autrement les choses, d'accord? Et il arrive aussi que la greffe ne prenne pas. Dans mon autre lieu de vie, par exemple, on n'était que 2 et on s'entendait pas très bien. Du coup, c'était un peu... Avec moi, j'étais un peu solitaire, mais après là, c'est bien. Parce qu'il y a d'autres personnes et on s'amuse bien. Ici, on évite de séparer les fratries et tout est mis en œuvre pour maintenir les liens familiaux. Il y a des enfants qui sortent le week-end, qui peuvent rentrer chez eux un week-end sur 2. Il y a des enfants qui ont des visites médiatisées et peut-être qu'à terme, selon les situations, il y a des enfants qui pourront retourner vivre à leur domicile. Mais ça, c'est un travail avec le département, avec les éducateurs référents de l'aide sociale à l'enfance qui se fait, mais c'est un travail de longue haleine. Répondre aux besoins de sécurité affective et psychique des enfants placés, soigner leurs blessures. Certains d'entre eux bénéficient d'un suivi jusqu'à leur insertion professionnelle. Alors ça a été évoqué dans ce reportage, ça a été évoqué par Claude Hardy tout à l'heure, le manque de professionnels. Florence Saint-Marcoux, vous qui dirigez une structure, vous y êtes confrontés aussi à ce manque d'attractivité? Je crois qu'on est tous confrontés au manque d'attractivité en protection de l'enfance. La chance qu'on a, nous, sur le lieu de vie, c'est qu'on a des conditions de travail qui sont quand même très favorables. Nos collègues travaillent 1 semaine sur 2, 1 semaine de présentiel, 1 semaine de congé. On est plus favorable que la législation des lieux de vie. Et puis surtout, je recrute des personnes qui ont une double compétence, donc une compétence dans le social et une compétence annexe qu'elles peuvent apporter aux jeunes. Alors il y en a certaines, c'est le maraîchage, le jardin partagé, les activités créatives, ce qui fait que quand on est sur une compétence annexe qu'on apprécie, mine de rien, on s'allège sa charge mentale. Donc les conditions de travail que nous, on propose font qu'on a quand même une petite attractivité. Mais il est vrai que je devrais avoir 3 ou 4 collègues en plus qui me permettraient de tourner à plein au niveau de l'accueil des enfants. Aujourd'hui, on fait de la qualité et pas de la quantité, ce qui fait que je ne peux pas remplir toutes mes places. Donc effectivement, je ne peux pas accueillir tous les enfants qui pourraient bénéficier de mes services.
Alors on va entamer la dernière partie de cette émission et tenter de réfléchir à des perspectives d'avenir, même si cet avenir il est bien sombre, on l'a compris. Et maintenant, la commission d'enquête parlementaire, vous l'évoquez, sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, a adopté donc à l'unanimité début avril son rapport présenté par Isabelle Santiago, députée socialiste, après un an de travail qui a visiblement été éprouvant. On écoute Isabelle Santiago. Il y a eu de nombreux rapports, même articles, qui disaient à bout de souffle. Moi je dis on n'est plus à bout de souffle, on est dans le gouffre. Et là, actuellement, il faut vraiment un plan d'urgence, c'est ce que je propose. Et donc, une commission de réparation aussi, parce que l'État a failli pendant des décennies sur la question des enfants. Isabelle Santiago, elle a l'habitude de dire que l'enfance est un impensé des politiques publiques. Est-ce que c'est une forme d'impuissance politique aussi qu'on touche du doigt, Gülsen Yildirim ? Moi, je voudrais d'abord saluer le travail qui a été fait par cette commission d'enquête avec des recommandations, plus d'une centaine de recommandations. Et ce que je regrette, c'est qu'au moment où ce rapport a été publié, on en a parlé et qu'après, il n'y a pas eu de réponse. Et que là, ça fait plus de 2 mois et en fait, ce sujet n'est pas abordé à l'échelle gouvernementale, alors qu'il y a, et Isabelle Santiago le dit, une véritable urgence. Et au fond, les départements sont un peu livrés à eux-mêmes sur cette question. Alors certes, nous sommes chefs de file à l'échelle département des politiques publiques de protection de l'enfance, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs sur ce terrain. Et je regrette que ce rapport n'ait pas été suivi d'un certain nombre de propositions concrètes qui pourraient être retenues par le gouvernement. Il y a parfois des choses très simples. Alors, c'est bien sûr une question de moyens. On parle beaucoup et c'est une réalité. Nous, on le vit à l'échelle budgétaire. Mais il y a aussi des mesures qu'on pourrait prendre très rapidement. Moi, je voulais vous en donner une seule. La question de la formation, parce que l'attractivité des métiers du social est une vraie réalité. Nous, on a pris des décisions pour créer de nouvelles structures, mais encore faut-il, bien sûr, qu'on trouve des professionnels pour faire fonctionner ces structures. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de la formation initiale des travailleurs sociaux, notamment Parcoursup, qui sélectionne et en définitive, on se retrouve avec des jeunes qui s'orientent vers les métiers du social un peu par dépit, alors qu'avant c'était par conviction, et qui soit abandonnent en cours de formation, soit n'embrassent pas la profession, et ce qui fait qu'on manque de professionnels. Sortir les métiers du social de Parcoursup, ça ne demande pas de moyens, ça peut aller très vite. Toutefois, on n'a pas d'écoute sur ce sujet. Alexandra Durand, on parle de la question des moyens. Est-ce que c'est seulement une question de moyens ou c'est une question de méthode aussi, peut-être ? Alors, bien sûr que ça serait toujours mieux avec plus de moyens. Mais moi, je suis aussi persuadée, notamment parce que nous, on a été formés avec des outils et Mme Santiago en a parlé, de développer une pratique sensible au trauma au Québec, du coup, où justement ce changement de regard dont je parlais tout à l'heure fait en sorte que les adultes aussi se positionnent un peu différemment. Et ça serait valable, entre guillemets, pour tous les adultes, c'est-à-dire de toute la chaîne de protection. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire voir les enfants d'une autre façon ? C'est déjà se rendre compte que un enfant, c'est pas un mini-adulte. Son cerveau ne voit pas les choses de la même façon, il ne comprend pas les choses de la même façon. Et quand il dit quelque chose, ça serait bien de le croire. Tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu aussi cette notion, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, on croit malheureusement, des jeunes adultes, comme vous avez vu dans le premier reportage, qui disent des choses de leur vécu d'enfance, ils auraient essayé de dire des choses dans leur entourage étant enfant, ils n'auraient peut-être pas eu leur parole n'aurait peut-être pas eu la même entente. Du coup. Alors on a pu voir tout à l'heure les exemples de la pouponnière ou de la MEX. On va maintenant rencontrer un couple qui est devenu famille d'accueil depuis quelques mois. C'est une reconversion professionnelle. Antoine Gégat et Rémi Carton ont passé une journée avec eux à Limoges. Regardez. On met le short ? Ces gestes paternels, Benito Cuadrado ne les a jamais oubliés. Allez, on va laver les dents ? Tous les matins, avant de partir à l'école, on se fait beau, on se coiffe, on se lave, on se prépare. Ça nous rappelle un petit peu quand on faisait ça avec les nôtres, mais après c'est différent. Avec son épouse Marion, ils sont famille d'accueil depuis moins d'1 an. Un changement de vie pour cette ancienne infirmière. Moi, j'avais un public de patients forcément en oncologie ou en oncologie, des choses comme ça. On est plutôt là dans le sens complètement inverse, puisqu'on est en pleine vie partout. Voilà, on s'ennuie pas. Puis nos enfants à nous, nos 3 garçons étaient partis, ils ont pris leur envol, donc on avait cette disponibilité aussi. Famille d'accueil, c'est le terme générique. J'ai mis le mot pour la maîtresse. D'accord ? Le vrai nom de leur métier, c'est assistant familial.
On est là pour apporter aux enfants un cadre sécurisant, de l'affection, les accompagner au quotidien, dans leur vie au quotidien, mais on est là pour leur apporter un cadre familial. On ne se substitue pas, c'est pas vraiment le terme adapté. Sarah a emménagé ici en mars. Franchement, la famille d'accueil, elle est super bien. Mais après, je préfère être chez moi, mais en vrai, ici, ça fait du bien, c'est vrai. Avant d'être chez les Quadrado, elle vivait en foyer. Samedi, il y a des fois l'enfant de tonton et tata qui viennent à la maison. Tonton, tata, c'est comme cela que les enfants désignent Benito et Marion. C'est vrai que c'est des fois plus facile pour les enfants d'utiliser ce type de petits noms, parce que m'appeler Marion ou appeler mon mari Benito, par les prénoms, c'est plus difficile pour les enfants. Donc c'est vrai qu'automatiquement, ça s'est mis en place. Allez, à ce soir, bonne journée. 5 enfants, tous de familles différentes, vivent sous leur toit. Coucou doudou, choupinou. Le plus jeune a seulement 14 mois. C'est vivant, il y en a de partout. Les uns s'occupent des autres, les autres s'occupent des uns, ça partage, ça échange. Non, c'est assez... Puis ça permet de faire des choses différentes avec les deux. C'est une organisation, mais à deux, ça se passe très bien. Donc c'est vrai qu'on se relaie, c'est un petit peu du travail. C'est carrément du travail d'équipe. Pour devenir famille d'accueil, les Quadrado Qu'est-ce qu'elle nous a préparé, Tata, aujourd'hui ? ont dû obtenir un agrément délivré par le département. L'agrément, c'est une chose, mais une fois que vous avez l'agrément, vous êtes obligé de suivre une formation de 60 heures, puis après, vous avez un diplôme d'État à passer. On a des enfants quand même, il faut qu'on s'occupe d'eux 24 heures sur 24, donc heureusement que c'est très bien encadré. Les placements ne se passent pas toujours bien. Le couple a déjà dû se séparer d'une enfant. Ils peuvent avoir des nuits agitées, ils peuvent avoir des journées agitées. Voilà. Après, des fois, il y a des situations où c'est beaucoup plus compliqué et où on ne peut pas garder l'enfant parce que l'équilibre familial, c'est trop perturbé, quoi. Voilà. Donc c'est difficile, mais voilà. C'est aussi des choix qu'on doit faire pour préserver les enfants. En Haute-Vienne, plus d'1 millier d'enfants vivent en famille d'accueil. Toi aussi ? En 10 ans, leur nombre a augmenté de 42%. Voilà, il nous reste 5 minutes d'émission sur ce thème difficile, mais aussi plein d'espoir, on vient de le voir. Gülsen Yildirim, ces familles d'accueil, vous en manquez toujours ? On en manque tout simplement parce que déjà on a eu une vague de départ à la retraite qu'il faut remplacer. Pour l'instant, en Haute-Vienne, la situation est assez stable, mais je sais qu'à l'échelle nationale, on manque véritablement d'assistants familiaux. Derrière ça, c'est encore la question de l'attractivité de ce métier, parce que c'est un véritable métier. Et il y a des questions de reconnaissance de ce métier, de formation, de rémunération. Et il faudrait mener une vraie réflexion. Et nous, à l'échelle départementale, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un lien régulier entre ces professionnels et nos services. On a pris la décision, par exemple, d'embaucher un ou une psychologue qui sera dédiée aux assistants familiaux, parce que comme c'est un métier qui est difficile, comme les enfants accueillis sont aussi avec des vulnérabilités multiples, il faut qu'on soit là aussi pour les accompagner. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est en souffrance aussi. Claude Ardit, dans votre livre, vous dites que les problèmes de l'ASE, c'est le symptôme de la dégradation des liens sociaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'ai passé 3 mois à la brigade des mineurs de Marseille et hélas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maltraitance au sein des familles. Qu'il y avait une violence qui s'était accrue, alors notamment depuis le Covid, parce que tout le monde vivait ensemble et que les enfants ne pouvaient plus sortir, aller à l'école, faire du sport, faire du théâtre, et que la violence a augmenté. Donc il y a eu une violence qui s'est accrue de manière absolument sidérante. Le deuxième phénomène auquel j'ai assisté sur ces 3 dernières années, entre le livre que j'ai fait sur la brigade des mineurs, la protection des mineurs, et la fabrique du malheur, je me suis rendu compte qu'il y avait une violence intramineure qui était incroyable. J'ai assisté, moi, à des scènes de violence entre des gamins de 13, 14, 12 ans, etc., parfois même à l'ange-coviol, c'est-à-dire des gamins de 14 ans qui violaient des gamines de 12 ans. Donc ça, c'est une violence qui est interne, si vous voulez, à des structures familiales et dont, à mon avis, si vous voulez, au plus haut niveau, on ne prend pas conscience. Moi, je voulais dire quelque chose qui me stupéfie, parce que j'ai enquêté, j'ai vérifié. François Bayrou, à la fin décembre, quand on lui demande de nommer un gouvernement, il a oublié de nommer un secrétaire d'État, avoir un ministère de l'enfance à l'enfance. Donc que fait Emmanuel Macron, le président de la République ? 3 jours après, il crée un haut commissariat à l'enfance pour réparer l'erreur en disant à la mi-janvier, il y aura un commissariat. Le haut commissariat, il a été créé
2 mois ou 2 mois et demi plus tard, il a été confié à une ancienne secrétaire d'État à l'enfance, etc. Donc c'est un peu une machine arrière. Donc j'ai parfois le sentiment qu'au plus haut niveau de l'État, face à la violence qui augmente, qui est intrafamiliale, face à la violence intra-jeune, j'ai le sentiment, si vous voulez, que les gouvernements successifs n'ont pas pris la mesure. Et que si vous n'avez pas des personnes comme madame, que j'ai tous envie de vous prendre dans mes bras, franchement, de vous remercier, parce que vous me faites du bien. Parce qu'après tout ce que j'ai vu comme horreur et comme malheur, je me dis, bon, enfin, des personnes qui ont la tête bien placée sur les épaules, etc. Parce que j'ai l'impression qu'au plus haut niveau, ça ne marche pas. Et que les gens n'ont pas pris fonction. Et que le Haut Commissariat... Je connais un peu Sarah El Haïry, je lui fais plutôt confiance, mais elle n'aura pas de moyens, elle n'aura pas d'administration. Et j'ai le sentiment, et vous avez raison, madame, depuis que ce rapport est sorti il y a 1 mois et demi, qui en parle? Plus personne. Plus personne. Il y a 92 mesures qui sont, mais dans la plupart, sont d'une facilité à mettre en place qui est incroyable. Il ne faut pas des millions et des millions de francs. Il suffit d'avoir un peu de bon sens et de volonté politique. Or, ce bon sens, cette volonté politique, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est terrible à dire, mais ça n'existe pas. Et on en parle ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. D'un mot, Alexandra Durand, je vais vous laisser le mot de la fin. Si on devait changer de lunettes, comme vous disiez tout à l'heure, ça veut dire d'abord croire les enfants, les écouter, c'est ça que ça veut dire? Oui. La libération de la parole. Il y a eu un MeToo pour les femmes, il faut un MeToo pour les enfants aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Exactement, parce qu'on voit que ça a évolué, heureusement, mais les enfants, quand ils disent quelque chose, les adultes les remettent en question, ne les croient pas, mais très tôt. Hein. Et du coup, après, ils vont rien dire. Ou alors, ils vont, dans le cadre, par exemple, à un moment donné, ils vont être dans une relation de confiance, ils vont dire qu'ils subissent des violences sexuelles. Et puis, quand ils vont conscientiser que, oui, mais tout à l'heure, vous l'avez très bien dit, mais oui, mais c'est mon papy. Bah non, je veux pas de mal. Donc, pendant l'audition, peut-être de police, ils vont dire ah non, j'ai menti. Et là, on va s'arrêter là. Bah oui, mais comment on fait en cas de doute? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Comment on protège ces enfants, même en cas de doute? Parce qu'ils ont besoin d'être protégés pour bien grandir et se remonter à l'endroit. Protéger les enfants, c'est le message qu'on a essayé de faire passer ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur le replay de France 3 Nouvelle-Aquitaine et sur France.tv. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Merci à Angélique Martinez et aux équipes de la rédaction en Limousin pour les reportages. Merci aux équipes techniques qui ont fabriqué ce joli plateau. Tout de suite, place à la suite de vos programmes sur France 3. Une excellente soirée à tous.